le titre d'un bouquin sorti par cet homme qu'on appelle Mehdi Maizi. Et c'est le sujet aussi de cette discussion avec Medine, Tatata, puis let's go. Bonsoir. Salam. Aïd Moubarak. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon début de week-end. Ce soir, nous sommes en compagnie de deux pionniers du rap, on peut le dire. Nous sommes avec Mehdi Maizi. Je vais faire le chant deux pionniers du rap, je sais pas si j'aurais dit deux pionniers du rap. Même pour un Medine qui, je pense, est là peut-être depuis plus longtemps que Mehdi Maizi en tant que journaliste, mais pionnier, je sais pas. Pionnier, pour moi, ça remonte avant. Pour moi, c'est les grands de Medine qui sont des pionniers. Présente plus, journaliste rap, divertissement, tout ça, plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, on peut le dire. Et le futur maire du Havre, bien évidemment. Voilà, la campagne est en marche. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va revenir sur ton livre, Mehdi, vu que tu as sorti un livre qui s'appelle « Le rap a gagné, à quel prix ?», qui est présent aux éditions La Fabrique, si je ne dis pas de bêtises. Medine, tu viens de sortir un projet, Stentor, donc on est pile dans l'actu pour le coup. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds. J'avais plusieurs petites questions pour vous. Je vais sortir mon téléphone parce que j'ai une mémoire d'asticot. Ça va, hein, ce serait un peu cavalier de venir sans note. Non, c'est normal, personne ne va te juger pour ça. J'ai pas préparé grand-chose, je t'avoue. Ah, okay. Là, on va te juger alors. Mais non, au talent. Donc vous êtes tous les deux des grandes figures du rap. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu-là. Toi, tu as commencé aux alentours de 2008, si je dis pas de bêtises, complètement bénévolement. Et tu as évolué au fur et à mesure du temps. Medine, pareil, tu as une carrière qui est longue, incroyable. T'en es à ton 9e album, si je dis pas de bêtises. Pour le coup, vous avez vraiment vu cet art évoluer au fur et à mesure du temps. Il s'est démocratisé, il s'est libéré. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à l'heure actuelle ? Quel constat vous pouvez en faire ? Honneur aux invités. Je pense qu'on aura, déjà merci, je pense qu'on aura une lecture totalement différente, puisque déjà, en réalité, Medine, même si on n'est pas éloigné en termes d'âge, a commencé à rapper. Moi, j'en écoutais déjà quand il a commencé à rapper, mais je veux dire, il avait déjà un pied dedans, en fait. C'était déjà un activiste, en fait, à partir de la fin des années 90, là où moi, j'étais juste un auditeur. Donc, vraiment, quand j'ai commencé à écouter du rap, on va dire de manière régulière, à la fin des années 90-2000, j'avais pas forcément de lecture sur ce qu'est le rap, sur ce qu'est cette musique, sur ce qu'est cette industrie. Juste, j'écoutais. Il s'avère que c'était en plus une époque assez, comment dire, prolifique, qui a fourni énormément de gros albums. Ouais, vraiment, souvent on parle de deux âges d'or, tu vois, à la fin des années 90, c'est celle de peut-être post-2015 dans le rap francophone. Je sais pas si c'est vrai, mais souvent on dit ça. Et oui, toute cette époque-là, elle a été super riche, quoi, en gros projet. Donc moi, j'ai juste vu ça comme une musique qui me parlait et quelque chose qui m'a donné envie de creuser. Après, il y a eu la décennie 2000 qui était une décennie un peu compliquée pour beaucoup de gens. Mais moi, en fait, souvent on dit la décennie des années 2000, c'est une décennie un peu maudite dans le rap français. Et en fait, c'était maudit sur un aspect commercial. Oui. Mais dans l'absolu, moi, c'est là où je suis ado et que je commence à être adulte. Pour moi, c'est la décennie où j'écoute le plus de rap français de ma vie. Donc, toute cette décennie-là qu'on dit un peu maudite, moi, j'y vois énormément d'albums super importants. Donc, tout dépend en fait de comment on lit ça. Souvent, quand on parle d'âge d'or, on parle aussi bien de gros albums, mais aussi d'albums qui marchent. Oui. Et en fait, dans les années 2000, il y avait moins d'albums qui marchaient, même s'il y en avait, mais il y avait plein de bons albums, en fait. Et d'ailleurs, toute cette expression de roi sans couronne dont on parle beaucoup, elle est héritée de cette période-là. Donc voilà, et je crois que la décennie, on va dire post-2015, c'est encore autre chose, où là, on est vraiment sur une musique qui a un peu réussi à cocher toutes les cases en termes à la fois d'élan artistique, en termes d'une évolution technologique qui a permis au rap justement d'avoir un vrai boom commercial. Et je pense que Medine en parlera mieux que moi sur comment, je pense, en tant qu'artiste indépendant, les choses ont changé
Ça, c'est hyper important dans l'art. L'art, finalement, étymologiquement, c'est la technique. Et l'enjeu de la technologie et de l'accessibilité via la technologie sur comment ça fait évoluer l'art, c'est ultra important. On le voit dans le cinéma avec la nouvelle vague, par exemple, c'est permis parce qu'il y a des caméras plus légères et donc que les gens peuvent filmer en dehors des studios de cinéma et donc ils peuvent filmer à des prix beaucoup plus bas. Pareil, dans le cinéma, l'arrivée des réflexes, dans l'audiovisuel plus largement, l'arrivée des réflexes qui permettent d'avoir des caméras qui permettent de faire des images un peu cinématographiques avec une faible profondeur de champ, c'est-à-dire du flou d'arrière-plan, des choses voilà, pour plusieurs centaines d'euros, quelques milliers d'euros, etc. Ce qui est une somme, mais c'est autre chose que des dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc comment ça, tout de suite, ça fait, ça te crée des métiers même. Ouais, la question de la création de contenu est permise par le fait qu'il y a une technologie qui est à disposition. Vous voyez, si vous voulez faire du vlog pour votre contenu lifestyle, il faut avoir une caméra pour vlogger, quoi. Il faut avoir la technologie pour. Avec le streaming, etc. Pour le pire et peut-être aussi parfois surtout pour le meilleur, je pense. Mais t'en parleras mieux que moi. Mais en tout cas, nous, on a juste vu, en tant qu'auditeur et puis après qu'observateur, effectivement, un moment où cette musique-là est juste beaucoup plus présente dans la culture. Quand je dis culture, je ne parle pas forcément de culture rap, je parle de culture populaire au sens large. Ça, c'est vrai que c'est une grande différence avec l'époque où moi, j'ai commencé à en écouter, où quand tu avais un morceau de rap au Big Deal, c'était genre un événement. Je dis ça parce que je me souviens vraiment de moments où tu avais d'une meuf qui avait chanté Ménélique, Bye Bye, c'était genre un événement. On disait, il y a eu du rap hier à la télé. Aujourd'hui, c'est plus un événement, ça. Donc c'est ça qui a changé. Je crois que aujourd'hui, tout le monde écoute du rap, même les gens qui n'en sont pas passionnés, en fait. Complètement. Moi, je suis un espèce de cafard de ce métier dans le sens adaptation. Quand je dis cafard, c'est plus le fait que les dinosaures ont disparu, mais pas les cafards. J'en parlais ce matin en plus. Donc j'ai vu les périodes arriver, des périodes économiques différentes, les modèles économiques là différents. J'ai vu les médias aussi arriver pour certains, les nouveaux médias qui sont arrivés avec l'avènement d'Internet. Donc Bouscapé qui commence à Planète Rap avec une petite caméra et qui finit leader du marché en tant que média. J'ai vu la musique aussi et les courants. Donc vous voyez qu'on commence petite caméra, etc., qui finit avec un média. La question de la technologie, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est important. Ah oui, il a une veste en cuir ilmatique. Il vit bien, hein, Mehdi. À quel point ça joue sur la création. Arriver, nourrir cette musique, la changer pour toujours. J'ai vu aussi le public évoluer, des espèces de fans, de fanbase, de commus au départ qui étaient assez solidaires entre eux parce que la culture était invisible et le but c'était de tout staffer pour la même culture et de la visibiliser. Peu importe où est-ce qu'elle était visible et peu importe les sous-genres, on se battait moins entre publics et entre communes à l'époque. Et donc j'ai vu ça changer aussi, j'ai vu les publics opposer leurs artistes favoris, s'opposer eux-mêmes. Donc la sociologie du public aussi a changé, j'ai vu la gentrification de ce public. Donc c'est en tant que témoin du temps qui passe que je suis là aujourd'hui pour discuter avec vous. Et tu parles justement du fait que le public il a énormément changé, tu parles du fait qu'il y a eu une forme de gentrification. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi dû à un espèce d'individualisme? Parce que comme tu le disais, il y a ce côté où à la base le rap était très peu connu, les gens étaient vraiment solidaires entre eux dans le but de faire vivre cette culture, et avec l'avènement du rap, il y a vraiment eu des espèces de scissions où maintenant les gens se prennent la tête pour savoir quel est le meilleur rappeur, quel est le meilleur ci, quel est le meilleur ça. Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'individualisme? Est-ce que vous pensez que c'est dû aux grandes majors de promo? Quelle est la réponse? Ouais, c'est le marché, j'ai l'impression. C'est le marché qui fait en sorte que
comment dire, on ne voit les choses que par le prisme de la polarisation, du capitalisme. Est-ce que ça c'est le bon genre à encenser ou pas? On met des étiquettes sur les sous-genres en disant bon, ça c'est rap conscient, ça c'est de la zumba. Et en fait, il y a une espèce de catégorisation qui est imposée un peu par le marché, par les professionnels en tout cas là, de cette musique, où au final les artistes finissent parfois même à se prendre les pieds dans le tapis en disant bon, moi je vais me classifier où là-dedans, quel genre de truc je vais faire. Bon, faut faire des TikTok en ce moment-là. Bon, vas-y, je vais faire des morceaux de 30 secondes. Il y a un peu ce dictat. Je grossis le trait, je vulgarise, bien sûr. Il y a encore beaucoup d'artistes créatifs qui sont en rupture avec ça. Mais si on parle du marché et du public et de la gentrification, oui, il y a cette petite musique en fond sonore qui est, bon, étiquetons tout, comment on peut mettre tapis sur un sous-genre pour le faire devenir, pour le faire popper, comment on prend quelque chose de niche et on en fait quelque chose de mainstream. Il y a cette petite musique-là qui existe. Je pense aussi, pour compléter, c'est qu'il y a, par rapport à il y a 20 ans, là il y a quand même beaucoup de, justement tu parles de sous-genre de rap. En fait je pense qu'avant, il y a 25 ans, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que si on prenait 10 auditeurs de rap et auditrices, je pense que tu leur demandais leurs 20 rappeurs préférés, il y allait avoir des points communs, même si on n'écoutait pas la même chose, même si même si tu préfères IAM à NTM et inversement, on allait se retrouver sur des artistes. Là, franchement, on peut prendre des fans de rap aujourd'hui, ils vont avoir des top 10, des top 20 qui n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses dans le pot pourri, je dis ça sans mépris, rap. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont effectivement écouter... la semaine dernière, j'étais à Lyon, aux Nuits Sonores. Et il y avait un DJ set de Grunt. Et c'était cool. C'était un DJ set. Il y avait des artistes... Moi, j'ai l'impression d'écouter du rap tous les jours. Donc j'ai l'impression d'être à peu près à jour sur ce qui se passe. Je connaissais aucun artiste qui était joué. Vraiment. Et le public qui était là, il y avait, je sais pas, 300, 400 personnes, connaissait tout par cœur. C'est l'âge, ça. Peut-être, ça joue forcément. Et il faut être OK avec ça d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une autre catégorie d'artistes qui ont 20 ans aussi, que je vais écouter et dont j'aurais connu des... Donc ça, c'est quand même assez révélateur, où tu as quelqu'un, enfin moi comme d'autres, hein. D'ailleurs j'étais avec Sandra aussi, Gomez là-bas, qui elle connaissait les morceaux en l'occurrence. Parce que justement, elle a aussi un œil sur cette scène-là, etc. Donc je parle d'artistes comme Petite Sœur, etc. Que moi j'écoute, que je connais de nom, mais que j'écoute pas. Même pas par désintérêt, juste ça n'arrive même pas jusqu'à moi. Et pourtant, il y a tellement de, comme vous le dites, il y a tellement d'artistes émergents à l'heure actuelle qu'on ne peut pas tout écouter, tout connaître, et c'est compliqué même quand c'est ton métier. Mais ce qui crée du coup effectivement des oppositions et des gens qui se disent mais en fait ça c'est pas du rap. Et des deux côtés, hein, des gens qui vont dire aussi que Fresh Lado et Niac c'est pas du rap parce que c'est du rap de rue, ce qui est évidemment absurde. Et de l'autre aussi qui vont dire attends, c'est qui ces gens-là qui prennent l'appellation rap, mais en fait, est-ce qu'ils font vraiment du rap? Est-ce que même eux ont l'impression de faire du rap? Et c'est aussi peut-être là, pour le coup, une responsabilité aussi médiatique, de justement pas savoir... Tu dis qu'on catégorise peut-être un peu trop, mais des fois, peut-être qu'on met tout en rap, tu vois, sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est rap, ne serait-ce que dans l'esprit? Bien sûr. Est-ce que ça n'a pas perdu son essence aussi? Ça, fatalement. J'avoue que personnellement, en tant qu'auditeur de rap, j'ai souvent du mal avec des artistes qui peuvent, pour le coup, faire du rap vraiment. Pas de doute sur le fait que ce qu'ils font, enfin, ou en tout cas des trucs qui peuvent s'apparenter au rap ou quoi, mais où tu sens que le rap c'est parce que c'est à la mode quoi et que ça les fait pas vibrer quoi. Je peux pas appeler des gens comme ça rappeurs quoi. Pour moi voilà, pour moi rappeur c'est pas juste faire du rap. C'est embrasser une culture. Et pour moi, si t'es rappeur et que tu fais, je sais pas, à côté du chant, de la mélo, des trucs, pourquoi pas, c'est pas un souci. Mais si t'es vraiment rappeur, il y a un moment où tu vas revenir au rap. Parce que ça va te piquer. Parce qu'il y a un truc qui te chamboule, qui te travaille dans ce truc qu'on appelle le rap. C'est pas juste une esthétique, c'est pas juste une mode. Et si t'es pas dans ça, première chose, tu m'intéresses déjà beaucoup moins. Parce que moi, bref. Et je peux pas te qualifier de rappeur. Je peux te dire
Ah oui, là, t'as rappé, oui, ok. Mais bon, est-ce que t'es un rappeur? Est-ce que c'est ton identité? Je ne pense pas. Mais franchement, tu sais, il y a un album de Nas qui est sorti genre en 2005 ou 2006 qui s'appelle Hip Hop Is Dead, et à l'époque, moi je prenais ça pour de la provoque. D'ailleurs, c'était de la provoque. Il disait, ouais, c'est un truc de vieux con en mode il aime pas le rap d'Atlanta. Et en fait, il avait expliqué que non, ce qu'il voulait dire, c'était que le hip-hop au sens de culture, etc., et de ce que, on va dire, le message de base, c'était quelque chose qui était mort. Et que le rap avait gagné, en fait, au profit presque du hip-hop. Donc en fait, c'était vraiment un propos plus. Voilà, maintenant c'est autre chose. On vend autre chose, on raconte autre chose. Et nous, dans le rap francophone, on est aussi là-dedans maintenant. Et du coup, ça crée des oppositions, mais ça crée aussi. En fait, c'est un peu pour moi à double tranchant parce qu'on n'arrête pas de dire c'est génial, maintenant on remplit des stades. Et ce qui est vrai, et là tu vois, en un mois, il y a eu quoi? Il y a eu Nino 2 fois, Jul 1 fois au Stade de France, et il y en aura d'autres, j'imagine, au Stade de France. Et donc, si aussi le rap rempli dans ces stades-là, c'est aussi parce que le rap touche d'autres gens. Oui. C'est aussi parce qu'il y a cette forme-là de gentrification, parce que aussi dans les gens qui peuvent... Ce que je vais faire comme ça va être long là, il reste plus d'une heure. J'ai besoin de me canaliser l'esprit et je vais faire des puzzles comme pendant les surécoutes là. Tiens, on peut laisser tourner. Se payer ces places-là, enfin... On voit aujourd'hui que le public dans ces salles-là, il y a aussi une part de gentrification là-dedans. Donc en fait, c'est un peu une forme de... On peut et on a le droit de critiquer ça et de le questionner, mais c'est aussi une des composantes de cette victoire du rap qui fait que le rap est partout. C'est aussi parce que le rap parle aussi à beaucoup plus de monde. Donc quand tu parles à tout le monde, tu parles... Donc ouais, je vais faire des puzzles pour ça me permet de mieux me concentrer sur écouter. Et sachez que vous pouvez jouer en même temps grâce à ce lien que j'envoie. Et puis voilà, on va s'écouter une bonne heure encore de discussion là-dessus. Ah, des gens qui... Moi, je vous avoue que pour l'instant, c'est un peu, je trouve... Alors, c'est notamment Mehdi Maizi, quelqu'un que j'ai déjà écouté parler de ces sujets-là. Bon, c'est un peu des banalités pour l'instant. Bon, ça fait 10 minutes. Voyons voir, en entrant un peu plus dans le vif du sujet, ce qui va être raconté. Là-bas, s'en fout du rap, voire... Mais je vous avoue que je pense, si on n'était pas en live, si j'avais écouté ça, je serais passé à autre chose. J'aurais dit, ok, je vois où ils veulent en venir et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu, quoi. Qui sont racistes, parce que ça existe aussi. Donc on arrive sur ces aberrations-là aujourd'hui, mais donc c'est un peu les deux faces d'une même pièce, quoi. Et toi, tu le vois du coup, ce côté où l'évolution du public... Ah bah ça c'est sûr. Mais pour le coup, ton public est là depuis longtemps, il a aussi beaucoup évolué, moi je l'ai vu au fur et à mesure de tes concerts. Est-ce que tu as l'impression d'avoir touché une autre forme de public? Est-ce que tu as l'impression, de par tes derniers albums notamment, où il y a du boom bap, où il y a de la trap, où tu as vraiment réussi à diversifier, tu as réussi à... Mon public sont des gens intelligents, comme disait Sefiu. À toucher un autre public, ou est-ce que tu as l'impression que ton public est resté le même et que c'est au fur et à mesure des générations qu'ils se sont intéressés à ce que tu faisais? Il y a plusieurs facteurs qui font que le public change pour moi. Il y a la longévité, le public vieillit et certains restent fidèles et sont des espèces de prescripteurs et viennent avec leurs enfants, viennent avec un public un peu plus jeune. Donc la longévité, c'est un premier... facteur pour moi. Ensuite, il y a le militantisme. Le militantisme, les combats qui sont au cœur de mes morceaux, qui traversent mes albums depuis toujours, va au-delà des frontières de cette musique et justement fédère. Donc il y a des gens parfois qui viennent à mes concerts qui connaissent aucun titre, qui sont là en disant mais nous c'est les idées, on vient pour les idées, on voit les coups médiatiques que tu prends et on veut supporter une voix qui est dissonante dans le débat public et on veut l'accompagner. Donc le militantisme est une vraie base mobilisatrice, un vrai facteur mobilisateur en tout cas. Donc c'est un business pour lui, le militantisme. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, bon là je vais me jeter des fleurs, mon adaptation. Bien sûr. Le fait que je passe de courant en courant, en l'absorbant, sans jamais le dénigrer et le critiquer, le fait de passer de la boom bap à la trap, de la trap à la drill, d'utiliser l'autotune, les vocodeurs, la scène des mélodistes, etc. Déjà ça me permet aussi de traverser les époques et d'aller ratisser sur un public un peu plus large qui eux sont plus sensibles à des sonorités plus actuelles. Donc tout ça fait que je constate une sociologie différente dans mon public. Et puis je m'amuse aussi parfois à faire des tournées acoustiques dans des théâtres. Quand tu fais ça,
tu sais que tu vises un autre public en plus du tien. Des gens de ton public vont redécouvrir et intelligence, monsieur. tes morceaux, tes textes, mais il y a aussi un public d'abonnés des théâtres qui veulent venir parce qu'ils sont curieux de savoir ce que ça donne des textes de rap dans un théâtre, quoi. Donc je fais des moves volontaires aussi. Il fait des moves, pour il réfléchit. aller chercher un public plus large. J'aime le théâtre aujourd'hui, je me prends des claques à chaque fois que je vais voir une pièce et je me dis mais en plus c'est un des derniers espaces où l'on peut être hyper subversif et transgressif, et moi je ne conçois l'art que comme ça, donc du coup si tu me permets d'être sur une scène qui est dans la aller très loin, c'est là que je vais aller, hein. Bien sûr. Voilà, donc le public change beaucoup, et cette sociologie change, et donc cette gentrification, moi je l'interroge pas vraiment du point de vue des artistes, du point de vue artistique, je l'interroge surtout du point de vue politique, culturel de ce pays qui tarde en fait à rendre la culture accessible à tous. Et puis bien sûr, j'ai une réflexion en opposition à ça. Quand tu vends des places de concert à 80 balles, 100 balles, tu comprends que pour le portefeuille du français moyen, c'est excessif. T'es une famille nombreuse, tu ne peux pas venir ensemble voir un concert. Donc moi j'ai cette réflexion-là, c'est ma seule marge de manœuvre où j'essaie d'avoir un coût de plateau raisonnable, une vente de session raisonnable, où je sais que le ticket derrière il va être dans la vingtaine, trentaine d'euros, 50 € quand tu vas au Zénith de Paris ou dans un endroit où t'as pas le choix en fait, parce qu'ils t'imposent des codes et des tarifs hyper élevés. C'est ma seule marge de manœuvre pour essayer de gérer un peu l'accès à la culture pour mon propre public. Ok, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant parce que justement, tu le disais, toi tu es militant, tu es rappeur. On a vachement l'impression, on en parlait d'ailleurs juste avant des rois sans couronne, que le rap n'est plus forcément contestataire, qu'il y a beaucoup de rois sans couronne qui se sont pris des grosses bastos, comme Desporuti, comme Youssoupha, comme même Ministère Amer, surtout comme toi Medine aussi. Je sais pas si Youssoupha... Voilà, j'allais réagir comme lui. Je dirais pas que Youssoupha est un roi sans couronne. Youssoupha, il est extrêmement couronné. D'autant plus que pour moi, roi sans couronne, il y a le côté plutôt associé aux années 2000 et mec qui a eu son succès d'estime mais qui a jamais pété les scores et qui potentiellement a plutôt arrêté la musique dans les années 2010. Qui peut peut-être revenir, mais voilà. Souvent on parle de... C'est Nesbill, je crois qu'il y a un album qui s'appelle Roi sans couronne, donc souvent on pense à lui. Et pour moi, Youssoupha n'est pas un roi sans couronne, là, je prends beaucoup de bien lui, il a raison. Hein. Moi, j'aime beaucoup Youssoupha. C'est un roi sans couronne, hein. Il a bien mangé quand même. Il a eu du succès. Il a eu du succès. Il a eu du succès, le gars il vit en Côte d'Ivoire. Sa femme lui dit j'ai envie de partir, j'ai envie de vivre ailleurs, etc. Et lui il est en mode moi où qu'on aille vivre, de toute façon mon métier fait que je dois voyager, donc on va où ça t'arrange. Il y a des moyens quoi. Quand même. Mais oui, il s'est pris des bastos. Petite couronne de laurier, Youssoupha. C'est ça. Moi, je suis plus nique les rois sans couronne. Je suis pas royaliste. Hein. Je suis vraiment dans cette les femmes, les souverainistes, c'est ça. En fait, j'ai pas envie d'une couronne, pour de vrai. Je crois que ma couronne, je suis en train de me la fabriquer quand je vais à Oslo avec Dr Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, parce qu'un de mes morceaux raconte son combat à lui et que ça se retrouve dans la presse internationale. Voici ma couronne. Quand mon texte sur le 17 octobre 61 se retrouve dans les livres scolaires, voici ma Légion d'honneur. Mes couronnes, je les ai. J'attends pas que quelqu'un vienne me poser une couronne sur la tête. Je suis pas royaliste. Je suis mort. Mais du coup, est-ce que... j'ai le droit à ça. Bien sûr. On va les compter, Mehdi et moi. Ça fait une applause pour moi. On va les compter. C'est de la triche, c'est de la triche. Mais est-ce que vous pensez du coup que le rap n'a plus cette vocation d'être forcément contestataire ? Moi, je pars du principe que le rap n'a pas, même par essence, voulu être toujours contestataire. Ça a aussi pu être juste du hustle, ça a pu être de l'amusement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que...
J'ai contesté, mais elle a raison. C'est même plutôt festif à la base, le rap. C'est vraiment... viens, on fait la fête, quoi. C'est d'abord ça, et puis après, les gens parlent de leur vie, donc de fait, dénoncent des conditions de vie qui font que il y a quelque chose de contestataire. Et surtout, je pense que sur la question du rap, on déconnecte trop le rap de son époque. C'est-à-dire parler de rap contestataire, de rap conscient, etc., sans parler de... Allez, je vais faire le marxiste sur vous, mais de conscience de classe. Sans parler de... où on en est dans les luttes, dans la vie en dehors du rap. En fait, c'est ça qui joue aussi, c'est dans quel environnement sociopolitique tu évolues. Voilà. Donc, le rap, en règle générale... Tout à l'heure, on parlait de l'influence de la technologie sur l'art, mais il y a aussi une influence du contexte sociopolitique, tout simplement. Doit l'être. Est-ce que vous pensez que c'est un faux débat aussi, ce truc de se dire le rap c'était mieux avant, avant les gens ils prenaient position, aujourd'hui c'est pas le cas, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position, quelle est votre vision par rapport à ça, comment vous vous positionnez? Bon, Mehdi, il va dire, alors qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? C'est Arsenic qui a dit ça, et d'ailleurs... Moi je pense pas que ce soit un faux débat déjà, mais moi j'ai un peu évolué là-dessus. Mais globalement, je suis d'accord avec le contexte que tu poses, c'est-à-dire que oui, à la base, le rap, il n'a pas forcément vocation à uniquement être engagé. C'est-à-dire que dès le début, si tu prends le rap américain du début, il y avait des choses aussi très légères. Maintenant, on pourrait me rétorquer que le simple fait que ces personnes-là, à ce moment-là, dans ce pays-là, prennent la parole, c'est déjà une forme d'engagement et d'acte politique, même quand tu parles de faire la fête. Donc, tu peux aussi raccrocher finalement une forme d'engagement dans des morceaux qui sont très très festifs et légers de la fin des années 70, début des années 80. Bon, depuis le début, je pense que dans le rap américain, il y a eu des choses très différentes, des choses très politiques, des choses qui n'étaient pas du tout. J'aime bien citer ça, moi, c'est qu'il y a un album d'un rappeur qui nous a quittés il y a 4-5 ans qui s'appelle Beaufly. En 79, il fait un album qui s'appelle Porno Freaks où il parle de porno. Donc ça fait aussi partie, non mais ça fait aussi partie de la culture rap en fait, et ça existait et c'est vu par certains comme un classique, même si c'est un disque qui est assez peu connu et cité aujourd'hui. Donc ça existe. Maintenant, ce serait mentir de dire que nous, en France, on a vraiment... Je trouve qu'en France, dans les groupes, on va dire fondateurs du hip-hop français, il y avait quand même ce côté, on doit raconter quelque chose, on doit dire quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai quand même pris le rap français au début comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que l'avènement de quelqu'un à un moment comme d'artistes comme Booba a été critiqué par une partie de l'ancienne école, entre guillemets, parce qu'il y avait un côté beaucoup plus... je m'en foutiste, même quand il disait le hip-hop j'en ai rien à foutre, il y avait des choses vraiment beaucoup plus qui déconstruisaient un peu ce que nous on avait l'impression que le rap ça devait être comme ça, parce que je crois qu'on a beaucoup pris, nous quand même, on a beaucoup hérité d'une tradition d'un rap new-yorkais assez politisé, de groupes comme Public Enemy, et je pense que les premiers groupes de rap français, les I.A.M., NTM, Assassin, ils ont été énormément inspirés par ça, donc ça a quand même donné une forme de base de ce qu'était le rap français. On a plus été influencé par ça que par Slick Rick ou Two Live Crew, tu vois, qui était un groupe Two Live Crew vraiment très hédoniste. Donc c'est quand même notre culture aussi, je trouve, dans le rap français, ce truc-là. Maintenant, moi, j'ai longtemps dit laissez les rappeurs tranquilles, parce que je voulais aussi, à mon petit niveau, qu'on puisse parler du rap comme d'une musique comme les autres. Et ça m'embêtait qu'on lise le rap uniquement à travers un prisme ils sont pas assez engagés. Je trouvais que c'était aussi déjà forcer les artistes à raconter des choses et aussi leur donner une responsabilité qui était peut-être trop grande pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu raciste dans le sens où on veut toujours que ce soit les Noirs, les Arabes qui prennent position, là où en fait d'autres acteurs de la culture devraient aussi prendre position? Il y a un moment super marquant dans les années 90 où il y a ce député Éric Graout qui disait à Cool Chain à la télé, mais votre argent, pourquoi vous le redistribuez pas dans les banlieues? En fait, l'argent que vous avez gagné, il n'est pas à vous, en fait. Vous devez le redistribuer. Donc il y a effectivement toujours eu ces propos qui étaient évidemment au mieux du mépris de classe, au pire du racisme. Donc bien sûr, évidemment. Maintenant, il y avait aussi ce côté, laissons les artistes faire. Et moi, je pense que moi et d'autres, mais à la BCDR, on a beaucoup milité pour ça à l'époque. Enfin, milité, c'est un mot un peu exagéré, mais en tout cas, on s'est un peu battu pour le côté.
on veut parler du rap comme parce que les autres médias ne parlent pas du rap comme d'une musique. Ils vont toujours en parler sur l'aspect sociétal, etc. Et en passant à côté aussi de l'aspect, on parle de musique ou de technique des artistes, etc. Maintenant, je pense que cette lecture-là, que moi j'ai eue pendant longtemps, elle a un peu ses limites dans le monde actuel, et notamment dans le paysage francophone actuel. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que tous les artistes doivent prendre la parole sur tous les sujets, mais on arrive aujourd'hui à des aberrations, aussi bien quand on parle des publics de ces artistes-là ou de ce qui se passe juste dans le pays. Il y a un moment où il y a une déconnexion un peu trop forte entre certains artistes et les gens qui les font exister, leur public, et ce que ces gens-là vivent au quotidien. C'est ça qui me dérange un petit peu. Mais je suis pas en train de dire à tous les artistes mainstream, les gars, vous devez... Je sais pas ce qu'ils doivent faire, mais en tout cas, je m'interroge sur cette espèce de... Et ça a été très visible aux législatives de l'année dernière, où il y a eu des prises de parole, mais qui sont arrivées de manière assez tardive, où globalement, je trouve qu'il y avait une énorme déconnexion entre les gens qui vivaient, qui étaient affolés par ce qui pouvait potentiellement se passer, et une partie des artistes mainstream, qui ont donc a priori la plus grande influence, qui ont été complètement silencieux là-dessus. Et je trouve que là, on arrive à un moment où, oui, moi, je suis pas là pour donner des consignes. Donc, même un Mehdi Maizi, il se dit, quand même, ça pue un peu, les gars. Là, peut-être, faudrait un peu plus prendre position ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin, je vous dis pas ce que vous devez faire, mais quand même, je trouve que c'est chaud que vous fassiez rien. Ok, même lui, il se dit, non, là, c'est vraiment, vraiment chaud, les gars. Il a pas tort, hein. C'est vraiment, vraiment chaud, les gars. Artistes, parce que je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leurs chaussures, mais je me pose la question sur est-ce qu'on n'est pas là face à un moment un moment un peu charnière justement, où il faut se prononcer. Ça me fait penser, il y a un reportage sur Arte qui parle du RN et des jeunes, et comment le RN a réussi à faire tomber amoureux la jeunesse, quoi. Et en fait, à la fin de ce reportage, tu vois des jeunes, donc foncièrement racistes, classistes, tout ce que tu veux, en train d'écouter du Damso, et j'étais vraiment en mode, c'est fou la déconnexion en fait, où ils n'arrivent même pas à comprendre que en fait on veut pas de vous, mais en même temps, c'est pas de la responsabilité. Enfin, comment l'artiste il se positionne par rapport à ça, c'est des questions qui sont très très délicates, quoi. Les artistes, bon, pour le coup, Damso, rapper, c'est ce que je sais faire de mieux, casser la gueule des racistes aussi. C'est dans ses paroles, quoi. Ils font un peu les autruches sur ça des fois. Exactement. Il n'y a pas de désolidarisation claire parce que tu vas te couper d'une partie du public. Si tu remplis plus des stades en fait, si tu te coupes d'une partie de ces gens-là, malheureusement. C'est un peu. Et c'est encore la question du capitalisme derrière. C'est encore la question du capitalisme. Et comment ça matrixe tout le monde. Le fait que tu te dises que je vais faire je vais faire des musiques TikTok de 30 secondes, machin, c'est parce que le marché va dans cette direction. Le fait que tu te dises, je vais pas avoir une parole qui pourrait cliver mon public parce que en fait derrière je vais plus avoir d'argent. Voilà, c'est toutes ces questions, c'est là, et donc ça montre à quel point tu es dans une position fragile. En fait, si tu peux pas faire un peu comme tu veux, c'est que tu es dans une position assez fragile. Alors fragile, toute proportion gardée, bien sûr. Une réalité, et c'est là où la question de l'engagement ou ne serait-ce que de l'expression publique sur un sujet sociétal, ça ne veut pas dire dans ton art en fait, tu n'es pas forcément engagé dans ton art, mais de prendre une position publique sur un sujet ou sur un autre, elle est surtout en fait aujourd'hui poussée par les fanbases, par les communautés, par les publics qui disent gros, nous on te donne grave la force, il faut que tu te positionnes sur ça. Et du coup, les publics attrapent la veste des artistes et leur demandent de se positionner. On a vu des artistes. Alors c'est vrai, il y a, comment il s'appelle l'Enfoiré qui a avait le projet de... Je vais trouver mes mots. Qui avait le projet de faire un concert à Tel Aviv. Et son public, il lui a dit non, non, ça va pas le faire, frérot. Donc ils lui ont attrapé la veste et qu'il a fini par renoncer. Un billet qui était sans doute très gros, très alléchant. Mais aussi parce qu'il y a une espèce de déconnexion, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, on parlait des années 2000, dans les années 2000, si Israël proposait Israël déjà n'aurait pas proposé à des artistes de jouer à Tel Aviv,
Mais de la même manière que là, ce qu'on voit sur la Pride, c'est qu'il y a une velléité de faire venir des groupes d'extrême droite, d'imposer, en fait, pas juste de faire venir, d'imposer des groupes d'extrême droite. Parce qu'il y a le sentiment que peut-être ça peut passer, quoi. En fait, c'est ça l'enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça passe, tout comme il ne faut pas que ça passe de faire venir Némésis, Nous Vivrons en manif le 8 mars ou le 25 novembre, quoi. Voilà, nos ennemis jouent contre nous. Je le dirais comme ça. Artiste tweeté sur le tard, Free Palestine. On vous a vu dans le timing, tu vois. Mais sauf que les publics, en fait, ne laissent plus passer ça. On a vu des artistes se positionner très tardivement sur la lutte contre la réforme des retraites, avec une phrase sortie de derrière les fagots, tu vois, qui se raccorde à une lutte sociale qui existe sur le terrain, parce que les publics interpellent les artistes. Est-ce que c'est le rôle des médias d'interpeller les publics ? Là, les artistes, je ne pense pas. Est-ce que c'est le rôle des artistes entre eux de se dire « T'es pas engagé, moi je suis plus engagé que toi, vas-y, il faut qu'on parle sur ça ». Je ne pense pas. Parce que vraiment, il y a une espèce de fausse croyance de croire que tout le monde est en relation et en communication. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Chacun avance un peu dans son couloir. Par contre, le public qui interpelle ces artistes, c'est de plus en plus courant. Et je trouve que c'est plus sain dans ce sens-là parce que ça re-questionne les artistes sur leur place, leur capacité à être mis en espèce de porte-voix, porte-parole. Et si on te donne de la force, porte au moins nos messages quand le fascisme est à nos portes. Bien sûr. Porte le message et positionne-toi quand le monde réactionnaire est en train de s'imposer à nous. C'est la moindre des choses d'une relation d'artiste à public. Bah, surtout que malheureusement, même les artistes, lorsque le fascisme sera à nos portes, ils vont prendre cher aussi, quoi. C'est-à-dire que avant même d'être un artiste, quand tu fais du rap, notamment quand tu es issu des quartiers populaires, que tu es un noir ou un arabe, je pense notamment à Nino qui était allé chez Léa Salamé pour la sortie de son album, où en fait c'était juste après les émeutes de la mort de Naël, et la première question qu'elle lui a posée, c'était est-ce que tu condamnes les violences, quoi, en gros. Et donc tu vois que malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui tu puisses remplir des stades, malgré tout ça, foncièrement, tu resteras un noir de quartier. Exactement. Et donc il y a aussi cette volonté de, à un moment, se réveiller pour se dire ça ne concerne pas que le public, ça vous concerne vous aussi, quoi. Il y avait un artiste privilège, il fut un temps, qui est en train de tomber pour de vrai. Aujourd'hui, le cinéma, le théâtre, tout le monde est soumis un peu à ce climat actuel où tout est polarisé et on nous demande de nous positionner. Il n'y a plus d'artistes privilèges aujourd'hui. Les artistes ont des injonctions du monde médiatique ou de leur public à s'exprimer sur les sujets. J'ai envie de dire que il n'y aura pas de planqué. Personne ne va se planquer. Je suis désolé de le formuler aussi brut que ça. C'est un peu confortable pour moi qui est dans un militantisme depuis 20 ans en disant « Je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit. Moi je suis un paratonnerre, je prends les déflagrations avant tout le monde. Positionnez-vous, tu vois. C'est un peu confortable pour moi de dire ça. C'est confortable oui et non, dans le sens où t'es quand même un paratonnerre et justement tu te prends toutes les bastos. Mais c'est pour ça que j'interpelle jamais moi mes confrères. Jamais je leur dis, et souvent même quand j'entends des humoristes qui se moquent des rappeurs, qui ne prennent pas position, etc., ça me heurte. Ça me heurte en disant, mais les gars, il y a des timings dans des carrières. Vous vous exprimez comme ça sur une scène avec une pseudo-liberté et vous interpellez une autre catégorie d'artistes, mais questionnez déjà votre milieu. Votre milieu, il y a beaucoup à redire sur les humoristes. Et je n'interpelle jamais, moi, les autres confrères. Ou alors, quand je le fais en off avec bienveillance. J'essaie jamais d'être dans un espèce de combat de militants tout pété en disant c'est moi qui gère cette cause-là, mets-toi derrière moi. Ça, ce serait la honte de la lutte. Oui, puis c'est un peu de l'ego aussi, tu vois, d'être en mode moi j'étais là avant, regarde, écoute-moi. Mais du coup. Je me permets juste, par rapport à quelque chose que tu as dit dans ta question, tu sais, sur l'interview de Nino chez, je pense que c'était France Inter, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte aussi, moi en ce moment, je travaille sur un projet avec un média mainstream justement, et tu te rends compte
on n'est pas dans le même monde. Bien sûr. Vraiment, et je dis même pas ça. Je dis pas. mais en discutant avec eux, tu te rends compte, et même quand ce sont des gens qui se disent progressistes, tu sais, non mais c'est génial le rap, etc. On veut le soutenir, et ils veulent le soutenir à leur manière. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, vraiment ils te sortent des aberrations ou des choses du style Jul, on peut pas y aller quoi, on peut pas jouer Jul. Tu vois, parce qu'en fait c'est trop compliqué pour eux d'imaginer l'envisager. Pareil pour en fait tout un pan du rap. Donc d'un côté c'est la musique numéro 1, et pour la plupart des auditeurs et auditrices de rap, je sais pas que tout le monde écoute Jul, mais Jul existe, est respecté, il est légitime. Enfin, il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce débat autour de est-ce que Jul c'est du bon rap, enfin, on peut ne pas aimer Jul et ne pas l'écouter, mais en fait ça fait longtemps que dans le milieu du rap ce débat n'existe plus en fait. Mais en fait quand tu sors de ça, tous ces petits combats que nous on a l'impression d'avoir gagné, en fait tu repars à zéro. Il n'y a pas longtemps, Medine était à la matinale de France Inter, j'ai écouté le replay, à un moment il y a eu une question lunaire. Oui, on l'a écouté aussi. Il y a eu un couloir lunaire. Il y a une question lunaire, et en fait c'est... tu vois, et pourtant on est sur un terrain, je te dis pas que c'est le terrain... on pourrait discuter de France Inter et de plein... Mais c'est qu'à la base, je pense pas qu'il y ait une... C'est le dernier bastion, France Inter, un peu... Exactement, mais je pense pas qu'à la base, il y ait une volonté d'être malveillant envers lui. Pas du tout, enfin je pense pas. Mais mon avis, c'est vraiment de l'incompréhension et juste des gens qui sont à côté de la plaque quand il s'agit d'aborder certains sujets. Je pense vraiment que c'est une pression même qui vient un peu de la hiérarchie et de la fachosphère. Je pense que c'est structurel aussi. Où, en fait, ils se sentent obligés de répondre à des thématiques qui sont lancées par l'extrême droite. Donc c'est là où est-ce que c'est un peu du renoncement, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ce couloir-là que moi je me mange, il en dit plus sur l'interrogeur que sur l'interrogé. Bien sûr. Ça en dit beaucoup de comment en fait on finit par céder au discours d'extrême droite et reprendre des fausses accusations ou des approximations et essayer de les rendre normales. C'est ça le drame, c'est que on a cette analyse-là aujourd'hui. On arrive à avoir le recul de dire, mais en fait, ils sont en train de se raccorder à un discours d'extrême droite lentement, en cuisson de grenouille. Quand on va se réveiller, ce sera trop tard. Et on parle de France Inter, encore une fois, qui est le dernier bastion un peu libre dans le service public. Ouais, c'est vraiment la normalisation des idées d'extrême droite, tout en se pensant progressiste, parce que aujourd'hui on accueille des rappeurs, aujourd'hui on libère la parole par rapport à ça. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais dans ton livre, Mehdi. Je spoil un peu, mais pas trop. Tu parles du fait... Le rap meurt à la fin. Exactement. Mais tu parlais justement des personnes comme Ninho ou Jul qui arrivent aujourd'hui à remplir des grands stades et c'est incroyable. Mais paradoxalement, nos darons ne savent pas du tout qui sont ces gens. Là où par contre, une personnalité comme Louane, qui va pas forcément remplir des stades, qui va pas forcément avoir une gigantesque carrière comme des superstars que peuvent être Ninho ou Jul, ils vont savoir qui elle est, tu vois. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que malgré tout le fait que aujourd'hui c'est la musique la plus écoutée, malgré le fait que ce soit la plus streamée, malgré ci, malgré ça, ça reste quand même une culture qui est underground, malgré l'effervescence populaire qu'il y a, quoi. En fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que le streaming, qui est quelque chose qui a un peu sauvé commercialement le rap, parce que pour moi... Là aussi, voilà, la question de l'arrivée du streaming, oui, comment toutes ces technologies jouent. Voilà, le fait de rendre accessible, tu payes un abonnement de 10 € et tu vas avoir toute la musique, a priori, sauf les sons de Pascal Obispo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, t'as accès à tout, alors qu'avant, avec 10 €, t'as même pas un album d'un artiste, quoi. Et où, du coup, la question, c'est à quel point tu consommes. Et du coup, le rap, c'est un public où ça consomme. Artistiquement, il se portait très bien avant, voilà, mais en tout cas, commercialement, il y a clairement eu un avant et un après. Ça surpondère quand même le rap. Parce que je pense que c'est quand même un système qui est assez bien adapté à la manière qu'ont les jeunes auditeurs auditrices d'écouter de la musique et donc du rap, c'est-à-dire on replay. Enfin moi vraiment quand j'avais pas le streaming, mais quand j'avais 15, 16, 17 ans, je pouvais effectivement écouter un album toute la journée. Et je pense que avec le temps, tu le fais un peu moins. Ça, t'as juste moins le temps, tout simplement. Non, j'ai moins le temps maintenant. Ouais, moi je le fais toujours. Okay. Et toi, t'es jeune, toi. C'est ce que tu penses. Ah, okay. Mais je pense qu'en tout cas, qu'il y a quelque chose qui était assez adapté
à une audience rap à un moment quand c'est arrivé qui était globalement une audience très jeune. Je pense que d'ailleurs maintenant c'est un autre sujet mais c'est un peu en train de se redistribuer. Les cartes du streaming, même si le rap reste numéro 1, il y a d'autres genres qui sont en train de progresser là où avant le top 50 c'était que du rap français, francophone. Il y avait aussi beaucoup de Belges quand même. Mais donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui parfois est un peu un trompe-l'œil, c'est-à-dire de dire oui, nos rappeurs sont des superstars. En fait, oui et non. Quand tu remplis un Stade de France, fatalement, c'est quand même beaucoup de gens qui viennent te voir. Quand on remplit 2 de suite, encore plus. Mais sold out en 10 minutes, quand même. Bien sûr. Mais il y a toute une partie de la France qui ne te connaît pas. Parce que justement, il y a toute une partie des médias plus mainstream qui te regardent encore en chien de faïence et pour qui tu n'es pas une évidence. Vraiment, je pense qu'il y a énormément de médias mainstream pour qui Nino n'est pas une évidence du tout. C'est même... ils savent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent peut-être de nom. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez marquant. Et moi, je me rends compte à chaque fois que je parle avec des confrères, on va dire, de médias mainstream, il y a vraiment... Alors, parfois, tu as des gens un peu infiltrés là-bas et qui se battent pour essayer de parler de rap, mais les pauvres, ils ont pas beaucoup de billes et pas beaucoup d'espace. Mais oui, il y a vraiment une méconnaissance, cette culture-là, où on parle d'Ayana Kamura comme d'une rappeuse, alors que même elle ne s'est jamais revendiquée comme telle. Enfin... Tout est mélangé. Donc oui, il y a vraiment cette... Et je pense qu'effectivement, tu prends une artiste comme Louane ou un artiste comme Matt Pokora, sont des gens qui sont bien plus identifiés à l'échelle nationale, mais qui... Et d'ailleurs, c'était tout le sens du débat entre Aya et Matt Pokora à l'époque. Et je pense que les deux avaient un peu raison. Quand elle lui disait... lui, c'est qui ? Alors, il dit... voilà. Oui, d'accord, oui. Entre Aya et Matt Pokora, c'est vrai. Il y a aussi dans le clash entre Matt Pokora et Booba. C'est pour dire à quel point Matt Pokora, M. Pokora, il date, l'ancien, c'est que il a été en clash avec Booba dans les années 2000. Lui, il a pas de hit, et lui qui disait c'est vrai, j'ai moins de hits en streaming, mais il fait des énormes tournées, il reprend des trucs de Claude François, à l'époque c'est ce qu'il faisait. C'est aussi ça en fait, la France. Donc il y a un peu, parfois je trouve ce contraste-là. Moi, si tu me poses la question, ça me va, ça. Oui, on n'est pas forcément obligé de parler à tout le monde, en fait. En fait, ça me va, et c'est ce qui permet justement au rap de continuer à rester un minimum subversif. À partir du moment où est-ce qu'on va recevoir l'adoubement de l'intelligentsia et qu'on va être considéré comme l'ensemble des artistes de la chanson française, je crois que c'est là que le rap va perdre ses couilles pour de vrai. C'est là où est-ce qu'on va aseptiser tous les discours, tous les débats, toutes les esthétiques, qu'on va essayer de... Alors le rap qui perd ses couilles, c'est une référence à Youssoupha. Je crois que ça doit être Menace de mort de Youssoupha. Voilà. Où il dit du rap que c'est le seul son hardcore depuis que le rock a perdu ses couilles. Monsieur tout le monde et Madame tout le monde. Donc en vrai, d'être dans l'antichambre éternellement, moi ça me va. Ça continue de garder le rap comme une musique subversive qui dérange la bourgeoisie. Quand elle arrive, elle renverse une table et que ça commence un couplet avec une punchline qui insulte tout le monde. Ça me va en fait. Moi, j'ai pas envie de voir le rap vraiment sous vide dans des musées observés par des observateurs qui le commentent indéfiniment sans en comprendre vraiment. Ce qui est le destin des graphes, un petit peu, pas totalement, mais un petit peu. Tous les codes de cette culture, voilà. Donc comment le capitalisme s'est infiltré dans cet art, cette culture qu'est le hip-hop, et a réussi à en faire un marché. J'ai envie même que le rap se ré-undergrandise, se renichise pour de vrai. On va vraiment bénéficier des plateformes de streaming, des canaux de diffusion aujourd'hui, tout en continuant à faire notre musique avec l'authenticité de cette musique. Parce que si le prix à payer, c'est de perdre cette authenticité pour être plus connu, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est être mieux connu. C'est être mieux considéré avec les genres, les sous-genres, qu'est-ce que la trappe, Oui, mais Medine, si tu veux tirer de l'argent, si tu veux en tirer de l'argent, si tu veux vivre de ce truc, alors les cadres du capitalisme vont s'imposer à toi.
qu'elle a changé dans l'esthétique de toute cette musique. Voilà, on veut être juste mieux connu, pas plus connu. Est-ce que justement, il y a un truc que tu dis qui est hyper intéressant, un truc où tu veux que cette musique, elle reste un peu brute, elle reste aussi pas marginalisée dans le sens négatif du terme, mais dans ce truc de par nous, pour nous, il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, le rap, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu dénué de son essence, qu'il n'est plus forcément contestataire. Moi, je ne suis pas du tout de cette opinion. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de rappeurs, que ce soit Kalash Criminel, que ce soit même Caris à l'époque, qui faisait énormément de retournements stigmates et qui était très politisé. J'ai l'impression que, justement, on a plus un parti pris de nouveaux rappeurs qui veulent dire des choses, que ce soit comme Costa, que ce soit même comme Youssef Swat, où on a ce regain de rap dit conscient. Moi, j'aime pas forcément cette appellation, parce qu'en vrai, tu peux tout et rien mettre dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est en effet ce cas, ou est-ce qu'au final, non, pas tant ? Moi, déjà, je pense que ça n'a jamais disparu en réalité. Par contre, je pense que on est beaucoup, et je m'inclus dedans, à y être plus attentif. Moi, je pense, et je me souviens, une fois, j'avais une discussion avec le rappeur Rimkash. Je sais pas ce qu'il devient, d'ailleurs, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et à un moment, on disait, enfin, d'une interview, il avait dit, le rap conscient, c'est plus à la mode. Et à un moment, on avait un peu cette croyance-là. Tu vois, vers 2010-2011, je pense qu'on a beaucoup écouté, et qu'il y avait un peu ce truc, tu sais, ce vernis un peu poussiéreux sur un rap, ce qui me semble un peu aberrant à dire, mais sur un rap un peu engagé ou conscient, tu l'appelles comme tu veux. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose c'est de dépasser ça. Parce que je pense aussi qu'à un moment, on a beaucoup écouté, et je pense aussi qu'à un moment, il était effectivement à la mode et qu'il faisait partie du cosplay du rappeur. Je pense que dans les années 90-2000, il y a plein de gens qui avaient des morceaux engagés qu'il était peut-être pas forcément plus que ça. Tu vois, moi je pense qu'il y avait des... Ça me fait penser à ton dernier son où tu dis quand je dis de la merde, il pense que je dis un truc conscient. Pour le coup, Medine a toujours dit des choses, mais moi je pense que, tu sais, il y avait des passages obligés. Si tu rappais en 2006, t'allais à un moment avoir une rime sur Sarkozy, sur Marianne. C'est clair. Ça faisait partie. Et je pense que 20 ans après, t'as des passages obligés où tu parles du Gamos, du BBL, et tu vois, je pense vraiment... Théodora arrive à faire les deux finalement. Oh mais elle est à part, elle. Mais tu vois, je pense qu'il y a un moment, il y a des éléments de langage qui apparaissent dans le discours d'un rappeur à la mode. Et puis après, il y a des gens qui ont des convictions et ça bouge pas. Mais je pense qu'à un moment, il y avait vraiment ce truc-là de ça nous ennuie. Est-ce qu'il n'y a pas un côté peut-être intellectuel aussi? On avait l'impression que le rap dit conscient était forcément des belles phrases, se détacher un peu du rap dit de rue, et où justement avec l'arrivée de personnes notamment comme Caris qui arrive en disant les singes viennent de sortir du zoo, je pense à l'esclavage comme Ashton Cartier me pend au cou, ou comme Kalash Criminel qui dit fuck Vincent Bolloré, tu vois, où c'est vraiment très crash, très cru, mais au final le mec te parle de Thomas Sankara. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réadaptation? Je pense que Medine, t'es aussi un des meilleurs pour parler de ça, parce que l'évolution de tes albums montre ça très aussi, tu vois. J'ai l'impression où t'as vraiment eu ce truc de vraiment faire des longs textes, notamment Les Enfants du Destin, qui étaient présents dans tous tes albums, et où là, même dans tes derniers sons, ils vont être peut-être plus courts, mais toujours aussi efficaces, avec toujours autant de positions. J'ai été dans la cible de tous les détracteurs qui justement bannissaient ce courant-là. C'est le rap de bibliothécaire. T'as essuyé ces critiques-là, en fait. Exactement. Et je suis jamais tombé dans la foire d'empoigne et d'opposer ceux qui m'interpellaient, qui me clashaient parfois. Je suis jamais tombé dans cette foire d'empoigne parce que la plupart du temps, j'avais une vision un peu dézoomer de tout ça, parce que je me raccorde moi à cette culture de façon générale. Moi je suis quelqu'un de très hip-hop au final, quelqu'un de très rap, et le fait que tu te définisses en opposition à moi pour dire toi c'est du rap conscient, moi c'est du rap Kaira de rue et tout, et nique la bibliothèque et tout, etc., ne fais pas de toi un ennemi. Tu restes un frangin, on a la même sociologie sur plein d'égards, tu t'en rends pas compte tout de suite, et c'est là où mon côté ego trip ressort. Tu t'en rends pas compte tout de suite, mais attends un peu, tu verras que c'est nécessaire d'avoir une voix militante, une voix qui pose des arguments, qui continue à être lanceur d'alerte dans ce métier. Et donc je suis jamais tombé là-dedans. Et j'ai même fait pire. Je me suis approprié moi les courants, et pour ramener
toujours un peu de texte, parce que j'aime cette musique, j'aime ce qu'elle devient, j'aime comment elle change, comment elle se transforme, et je me suis jamais défini en fait en opposition à un autre courant. Ça, c'est vraiment un truc d'observateur de cette musique, en disant mais il y a les singes savants et il y a les rappeurs de rue, quoi, il y a les Kaira, quoi, tu vois. Ça, c'était vraiment un truc de plateau TV, quand on sortait du milieu du rap, où il mettait en évidence un rappeur parce qu'il savait aligner sujet, verbe, complément, et on le valorisait. Certains se prenaient au jeu et finissaient par devenir ces singes savants, et puis peut-être même quitter cette musique. Hein, tu sais, il y a eu l'avènement du slam à un moment donné, oui, où le slam, c'était une espèce d'opportunité pour décorer et récompenser les rappeurs qui ne savaient pas rapper, mais qui... Ouais, enfin, je suis désolé, le slam, c'est un peu ça, hein, pardon. C'est dur avec Abdel Malik, il avait des beaux couplets. Je parle pas d'Abdel Malik, mais... Sur NAP, il y avait des bons couplets. C'est ce que j'allais dire, c'est le mauvais exemple. NAP, il y avait des très bons couplets. Mais les gars étaient off-beat, il y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de construction de punchline comme nous on le concevait, avec ce ton un peu laconique. J'ai détesté cette époque. Voilà. Et j'ai détesté le traitement médiatique, parce que je me souviens d'interviews. Très très intéressant. J'ai rien contre Grand Corps Malade qui fait sa carrière et qui a l'air d'être. Mais non, parce que je me souviens de l'interview vraiment où Laurent Veil sur le plateau du Grand Jean lui dit « Oh, on comprend ce que vous dites. » Et le sketch du Comte de Boudherbala. Ça c'est du rap. Regardez les rappeurs. Exactement. Faut faire comme ça. C'est ça qu'on nous disait, nous. Ça, c'était à la télévision, hein, à 20h. On comprend ce que vous dites, vous. Et le Comte de Boudherbala, dans son sketch, quand il dit le Sam, c'est le cousin du rap qui a été à l'école. Bon, ça m'a toujours... Je comprends que ça puisse faire rire des gens et il pouvait me faire rire sur le sketch, mais ça m'a toujours dérangé parce qu'en fait, ça met le projecteur sur... c'est une musique d'idiot. C'est le bon élève et à côté, il y a le Khmar au fond de la classe qui ne sait pas aligner trois phrases, tu vois. Le pire, c'est que c'était même pas ça. Tu sais, c'est le gars dans une cour de récré qui voit tous ses potes jouer au foot et c'est des freestylers de ouf et ça fait des acrobaties de ouf et que personne n'intègre, ou qui lui n'arrive pas à s'intégrer parce qu'il ne sait pas jouer au foot, qui finit par créer une autre discipline sur le côté, et tout le monde s'accorde à dire le nouveau foot c'est ça, en fait c'est ça le nouveau foot, tu vois, parce que là il joue sans brutalité, sans agressivité, vous taclez les gars, tu vois, c'est ça qu'on entendait nous avec le slam. Relire Kazé sur comment on est traité en tant que non-blanc, tout ça quoi. Mais il me reste 2 questions parce qu'après on va prendre un peu les questions du public, je pense. Déjà, il y a un truc dont je voulais parler. Je pense qu'on n'ira pas écouter les questions du public. Et le fait que le journalisme est vachement critiqué, notamment le journalisme rap, par rapport au fait que y a ces trucs comme quoi on travaille forcément avec d'autres médias, qu'il y a des subventions, ça veut pas m'applaudir, là. Que ci, que ça. Et donc du coup, il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport à l'idée que on va toujours même mettre les mêmes artistes en avant, on va pas émettre de critiques sur les dernières sorties. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie écoute aujourd'hui entre les médias et les rappeurs, ou que chacun joue un peu son rôle sans vraiment se connaître? Tu parles des médias spé ou des médias généralistes? Je parle des médias généralistes. Ah, mais généralistes, pardon. Bonne question. Donc le rapport des médias généralistes avec le rap, je les connais pas assez en fait, parce que moi, je pense que Medine les a bien plus pratiqués que moi. Donc, mais moi en fait, j'ai vraiment, mine de rien, je suis quand même dans des médias spé depuis le début. Au final, alors c'est effectivement Apple Music, c'est pas exactement l'abécédaire du son, mais dans l'absolu, j'ai l'impression moi un peu de faire le même type de contenu, de recevoir le même type d'artiste que je recevais au début. Donc j'ai un rapport qui n'a pas vraiment changé, si ce n'est, ce qui a changé, c'est peut-être le rapport à l'industrie. La boulada a changé aussi. Qui rentre en compte au bout d'un moment, c'est pas forcément des impératifs, des choses, une actu, une promo. Quand j'allais interviewer Joe Lucas à la BSDR, je m'en foutais qu'il avait un EP qui sorte ou pas. Tu sais, j'allais juste... Forcément, tu as un rapport qui change, mais en revanche, je pense que mon lien il s'est plus renforcé avec les artistes au fur et à mesure, parce que forcément, je suis là depuis quelques temps. Donc je sais pas, moi, sur le rapport des médias avec les artistes, toi, je sais pas ce que tu en penses, vu que tu les as beaucoup fréquentés. J'étais en train de regarder où est-ce que je suis allé hier. Je suis allé chez Côté Club à France Inter, avec... Laurent Goumard. Exactement. Animateur. Et j'ai été surpris parce que ça taffe les doses, ça va au-delà de la fiche Wikipédia,
ça va au-delà des a priori. La playlist que j'ai entendue là-bas, c'était niché. Vraiment, c'était vraiment niché. J'étais surpris d'entendre Ben PLG. On a parlé de H Jeune Crack. Tu vois, et je trouve que de la part de certains médias mainstream, il y a un vrai effort, une vraie volonté de rentrer en interaction et de comprendre cette culture, cette musique, d'en comprendre les codes, les sous-genres, les esthétiques. Il y a une vraie volonté. Bon, encore une fois, on parle de France Inter qui est le dernier bastion. Et puis après, tu fais face à d'autres médias qui en ont rien à cirer, qui sont là pour le putacliquisme, quoi. Je sais pas, enfin, parle-moi de sujets de société, parle-moi de... Alors, les frères musulmans. Alors, qui sont-ils? L'entrisme. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrisme? En fait, t'es là comme un espèce de chroniqueur qui représenterait quelque chose dans la société civile et on te demande de t'exprimer sur tout et n'importe quoi alors que t'en es même pas l'expert. Parfois, là, le piège... Mais tu as une barbe. Là, le piège, c'est de se prêter au jeu et de devenir un espèce de toutologue. Tu vois, je suis désolé, je pense à Rost. Vous voyez ce rappeur Rost qui va sur CNews et qui devient un toutologue. C'est très très gênant en fait. Et je crois que l'avenir nous réserve de grandes surprises où des gens comme Rost vont être des toutologues sur les plateaux télé et on va avoir des arrivistes représentés avec une sociologie des quartiers populaires et dire tout et n'importe quoi en ayant un peu Il n'y a pas de raison que ça n'arrive la pas. carte. Je connais le rap, moi j'ai fait un album en 1937, tu vois ce que je veux dire. Ça va leur donner une légitimité, quoi. Bien sûr. Vous avez tous les... du coup, ça en revient un peu à ma dernière question. Vous avez tous les deux vu des générations différentes de rappeurs arriver, des game changers, des grosses claques, des PNL, des Caris, Hamza, tout ça, des collaborations incroyables. Je pense notamment à Rimka avec Freeze Corleone, où tu vois l'évolution. Je pense à toi, Medine, qui arrive dans Nouvelle École, où ça donne vraiment des échanges incroyables. Est-ce que vous avez l'impression que le rap peut encore nous surprendre ou pas ? Franchement, oui. Mais même c'est encore le cas. Après, c'est toujours pareil, tu sais. Tout à l'heure, Medine a dit quelque chose, a dit j'aimerais bien que le rap se undergrandise, je sais pas comment tu l'as dit. Niche un peu. Et en fait, moi je pense sincèrement que c'est le sens de l'histoire du rap en moment. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout de quelque chose dans cette espèce de domination mainstream. Je trouve que dans le rap mainstream, il y a plein de choses bien faites, mais moins de choses qui, moi, me parlent. Par contre, dès que tu creuses un peu, il y a plein d'artistes. TH et son chien robot. Pardon ? TH et son chien robot. Par exemple. Mais tu vois, TH et son chien robot, TH, quand je l'écoute, je l'ai déjà dit, mais quand je l'écoute, moi, c'est vraiment, ça me fait comme, sans les comparer, mais comme quand j'écoute des Sporuti, comme quand j'écoute Sefiu la première fois, ou même SCH, je comprends pas et je me dis, il est bon ou il est éclaté. En fait, quand tu te dis ça, souvent c'est bon signe. Ouais. Parce que, oui, des fois, il y a, genre, quand la première fois que j'écoute, je sais pas moi, Alpha One, je vois direct qu'il est fort, tu vois. Genre, il y a des mecs, je vois direct qu'ils sont pas forts. Tu vois. Mais il y a un moment où, là, tu t'es bousculé, tu vois. Et donc, quand tu peux encore être bousculé, alors que ça fait 10, 15, 20, 30 ans que tu écoutes une musique, c'est que cette musique-là et que ces artistes-là, ils ont encore des choses à t'offrir. Et puis, moi, je pense à la grande force du rap, c'est peut-être ce que certains critiquent, c'est-à-dire que c'est une musique un peu protéiforme et donc qui prend plein de visages différents. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que du coup, tu peux rapper sur un peu n'importe quoi. Donc tu peux, c'est la musique la plus libre et la plus progressiste au monde pour moi, le rap. En fait, et tant qu'elle le sera, cette musique-là ne mourra pas. Tu citais Théodora, c'est une rappeuse, même si effectivement elle touche à plein de genres différents. Elle est plus que ça, mais sa base c'est ça. Elle rappe, tu vois, elle rappe au sens moderne du terme. Son projet, il m'a tarté. Vraiment. Et genre, j'y reviens tout le temps. Donc en fait, moi j'ai vraiment le sentiment que ce projet-là, peut-être je me trompe parce que j'aime bien m'emballer. Je suis pas fan de Théodora, vraiment qui me déconnecte. Je suis pas j'ai du mal Théodora, j'ai jamais réussi, j'ai arrêté d'essayer. Donc bon, je suis pas allé écouter son projet parce que tout le reste m'a pas plu. Donc
et dire des bêtises, mais je pense vraiment qu'on en reparlera dans plusieurs années, que c'est un moment un peu fondateur. Moi j'ai l'impression que Théodora, ça pourrait être la nouvelle Mylène Farmer. Peut-être que c'est une hot take, mais alors tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on dit ça de PNL aussi. Oui. Tu vois, non mais ce qui est pas forcément un mauvais signe, mais tu vois, c'est marrant d'ailleurs comme Mylène Farmer reste un peu une forme d'objet ultime, tu sais, pour un artiste français. Mais je sais même pas s'il faut la comparer, mais en tout cas, moi, elle me choque et elle me surprend. Donc oui, mais comme Agent Crack, très jeune, mais comme Agent Crack, il peut me surprendre sur les tournures de rimes. Tu vois, sur un rap qui est plus classique et encore, parce qu'il rappe sur des prods qui sont parfois un peu chelous pour moi, mais lui, dans sa manière d'écrire, de les prendre, il me surprend aussi. Donc oui, franchement, je suis optimiste. Moi, de toute façon, la musique, ce qui est relou, c'est l'industrie, hein. C'est pas les artistes en fait. Voilà, tu vois, la musique, souvent, il y a toujours des choses intéressantes. Après, c'est comment tu vois, l'industrie permet aux gens de s'exprimer ou pas, quoi. Ce qui est relou, c'est l'industrie, ouais. Et puis sur le plan aussi du contenu, je pense qu'on va être surpris. Le monde est tellement en train de changer. Je pense qu'on va être surpris en bien et en mal. Je crois qu'on va avoir des rappeurs full droitards qui vont se mettre à... Il y en a. Le problème, c'est qu'ils sont mauvais. Moi, j'ai peur du moment où ils vont être... Oui, il faut y avoir un bon rappeur droitard. En fait, on va être surpris. Et en fait, le vrai moment de crainte pour moi, c'est quand des rappeurs genre identitaires vont devenir bons. Mais c'est ça. Du coup, ils ont pas compris parce que quand ils disaient droitard, ils disaient vraiment de droite, quoi. Et après, ils parlent de l'extrême droite, ce qui est deux choses différentes pour l'instant. Pour l'instant, on fait face vraiment au fond de la cuvette. C'est ça. On est sur du Amandine du 38. Version ça rappe très mal. Hein. Ouais, c'est vraiment... laisse-moi go Amandine tranquille. Chaotique 747, Cro-Blanc. Millésimka. C'est qui le mec avec Millésimka. Millésimka, voilà. On est vraiment sur du Amandine du 38. Mais par contre, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et je pense que si demain il y a un bon rappeur d'extrême droite, il remplit des salles. Ah oui, moi je suis sûr. Mais c'est ça, il remplit des salles. J'en parlais, je crois que c'était avec Driver, on en parlait, je disais, je pense que c'est ma vraie crainte, de me dire, pour le moment ils sont tous éteints. Donc tu m'as demandé ce qui serait surprenant, je pense que ça serait surprenant, mais en mal. Mais est-ce que ce serait si pour moi, ça me surprendrait pas malheureusement. Ouais, moi non plus. C'est ça le truc. C'est que moi, ça me surprendrait pas de voir un bon rappeur blanc. C'est là qu'il faut tenir une ligne en fait. Bien sûr. C'est là qu'il faut faire le tri et qu'il faut, parler de réappropriation culturelle quand c'est le cas et les dénoncer. En fait, il faut pas être attentiste, encore une fois, en cuisson de grenouille et se réveiller et dire oh, on n'a pas vu le truc arriver. Non, ça, ce sont des gens à mettre au banc de cette culture. Et il ne faut pas que ça devienne acceptable qu'il y ait des rappeurs qui soient c'est quelque chose à faire tout de suite. Compatissants pas de temps à perdre. avec les théories et les thèses d'extrême droite. Il faut absolument les dénoncer dès maintenant. Et quand ça s'ambiance sur du rap du côté extrême droite, il faut que les artistes se désolidarisent et dire pas de mes morceaux dans vos meetings, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça tarde à venir quand même. Ça me fait penser notamment à Kerry James lors des Flammes, qui est arrivé en disant, en recitant Youssoupha, en recitant Lino, en disant qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Et je sais pas. C'est Calbo, c'était pas Lino. Comment les gens. Le pauvre Calbo, il me semble que c'était Calbo, d'Arsenic. Le pauvre Calbo qui a comme frère et collègue artiste Lino, qui est un des meilleurs rappeurs de l'histoire de France, donc qui est un bon rappeur mais qui a moins de lumière que son frère, parce que son frère, c'est quand il rappe t'as l'impression qu'il invente le rap, et en plus il a une phase célèbre et Drapi elle vient l'attribuer à son frère. C'est terrible de faire ça. Dans la salle l'ont perçu, mais moi j'avais vraiment ce point de vue en mode les gars, c'est aussi à vous que je parle. Le mec Sid Baki, il est pas du tout rappeur en disant lui, il prend position. Donc peut-être à vous aussi à ce moment-là de prendre position, et peut-être que, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, mais de dire bon, mettez-vous un peu une claque, parce qu'à la base il y a quand même ce truc-là, même si le rap n'est pas que contestataire, mais comme tu le disais, le fait d'exister aussi sur la place publique, pour moi un mec comme Naps, son existence, elle peut être politique aussi, mais il faut mettre les limites, et là c'est aussi à vous de les mettre. Conclusion avant de prendre les questions du public. Le rap, il a gagné, mais il a gagné quoi, du coup ? C'est ça la question que je me pose. Beaucoup d'argent. Le capitalisme, finalement, c'est ça. Mais oui, mais c'est le problème. C'est le faire valoir, exactement. C'est le faire valoir. Mais c'est le problème. Il faut le voir comme un problème. Il faut voir que tout ce que vous dites,
parce qu'ils le disent, ah, c'est le capitalisme, il a gagné, c'est l'argent, ils ont gagné beaucoup d'argent, etc. Mais en fait, ça conditionne ce que vous êtes en train de dénoncer, de dire, ah, mais imagine, il y a un rappeur facho, mais genre, il est chaud de ouf. Et les gens vont y aller parce que c'est avant tout un objet de consommation, avant d'être un objet de culture. Pourquoi ? Parce que ça a été mis sur le marché. Parce que le capitalisme en a fait un marché. Lui qui a gagné, c'est encore lui qui a gagné. Non, je pense qu'il... C'est un peu le sujet du livre, mais ouais, il a gagné, je crois en tout cas. Pour moi, sa grande victoire, c'est qu'il s'est quand même affranchi de certaines obligations. À l'époque, pour justement vivre dans le rap en tant qu'artiste, il y avait quand même des passages obligés. Il fallait passer par certains médias, il fallait passer par certaines radios. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin. Je sais pas moi, quand Medine il fait des promos dans certains médias, je sais pas vraiment ce que ça lui. Est-ce qu'il y a un effet immédiat dans les ventes ? Je suis pas sûr. C'est plus du travail sur le long terme. Mais en fait, aujourd'hui, Medine il vend des disques ou il stream quand il communique lui, en fait, auprès de sa communauté. Et oui, si demain il fait une grosse promo qui cartonne, ça va avoir un impact. Mais je veux dire, aujourd'hui, qui dans les médias, enfin, tu vois, c'est assez rare. Donc je pense que ça, là aussi, la victoire du rap, c'est que mine de rien, aujourd'hui, les artistes ils sont indépendants, pas forcément. Ouais, est-ce que c'est une victoire du rap ou c'est c'est une évolution de l'économie en fait. Enfin, une victoire du rap, c'est vrai dans un sens où ça veut dire que les artistes et de plus en plus possèdent leur musique, ce qui est important. Pardon, je réfléchis au puzzle en même temps. Mais toujours soumis aux lois du marché, quoi. Est-ce qu'ils possèdent les moyens de production J'en suis pas sûr. Hein. Contractuellement, mais il y a quand même une forme d'indépendance. Pour boucler avec la question de la technologie, quand la technologie devient plus accessible, que tu as des réflexes, que tu as des home studios, etc., est-ce que ça veut dire que tu possèdes les moyens de production ? Vis-à-vis de certains impératifs que d'autres avaient. Il y a des artistes qui sont indépendants depuis toujours, comme Medine, donc qui n'a peut-être pas vraiment vu de différence là-dessus, mais je pense que pour toute une partie du rap, effectivement, il y a cette victoire-là. Peut-être au niveau même de la fanbase, parce que, comme tu le dis, Medine, il est indépendant depuis toujours, il a une fanbase qui est solide depuis toujours, là où tu as beaucoup d'artistes qui vont avoir cette même phase. Je pense à Danil, qui est en expansion, le mec, il a fait un Olympien, il y a des gens qui ont dormi la veille à l'Olympia, tu vois, et où tu vois que le mec, il fait pas de promo de fou, enfin, il est sur Twitch, il fait ses sons, machin, mais la fanbase est vraiment solide, et je pense que c'est aussi la force des artistes indépendants, là où des artistes sous grosses maisons de disques, ils vont avoir une fanbase, mais qui va être peut-être plus fluide, volatile, c'est ça, tu vois. Exactement. C'est exactement ça. Pour moi, le rap, il a gagné en indépendance et en confiance en soi. Où là, on commence vraiment à comprendre que notre culture est appréciée, aimée, regardée, et qu'on a tout intérêt, en fait, à se raccorder, générationnellement parlant. La cérémonie des flammes fait ce genre de choses-là. Ils font l'effort de mettre des flammes éternelles, ils font l'effort d'avoir un propos politique, ils font l'effort d'essayer de représenter tous les sous-genres de cette musique. Donc on a gagné en confiance en nous, au point où on peut faire des contrefaites maintenant. et ça, c'est une vraie victoire. L'indépendance des modèles économiques également. De pouvoir... Alors oui, on a gagné en confiance en pouvoir faire des contrefaites, ça n'a pas été si simple d'avoir une cérémonie par nous pour nous, quoi. C'était un sujet depuis des années d'avoir un truc qui soit des victoires de la musique du rap. Ça n'a pas été simple à mettre en place. Se réapproprier sa propre économie, de rester libre dans la façon de communiquer. Je pense à PNL, mais je pense à Lelo aussi. Bien sûr. Lelo, tu cites Lelo dans des cercles, personne ne le connaît. Moi, c'est un des derniers concerts que j'ai vu qui m'a mis la plus grande balayette du rap français de ces 10 dernières années. Donc c'est pas rien d'avoir une indépendance artistique au point de faire un concert tous les je sais pas combien de temps et d'envoyer le paquet, de créer une vraie expérience immersive. Je pense qu'à une époque, c'était pas possible ça. Et le rap gagne quand il permet à des artistes de redevenir maîtres de leur création. C'est beau.
Incroyable. Merci beaucoup la famille. Merci. On va prendre peut-être deux... Allez, on va peut-être écouter les 2 questions, le temps de terminer le puzzle. Et ensuite, on s'en ira, n'est-ce pas? 2 questions du public, 1 ou 2 questions, parce que je sais que toi, après, tu dois pas trop tarder, quoi. Je crois qu'il y a un truc. Tu sais ce que je vais faire? Vas-y, dis-moi, je crois qu'il y a un truc. Je vais rapper. Ouais, je crois qu'il y avait un truc de prévu. Je vous laisse répondre aux questions. Allez, let's go, faisons ça. On fait ça? On fait ça. Rappel, hein? Allez, let's go. Envoyez l'instru si vous avez. Je suis plus qu'un rappeur, je suis un écrivain. Quand je vais entendre... Attends quoi? C'était prévu? Tu sais ce que je vais faire? Ça fait 1 heure, on parle de rap. Viens, je rappe là tout de suite maintenant là. Indice, j'en écris un. Je suis un bovin élevé au grain. Pas comme CMC à l'été au Fossin, chronique 2001. Dans la mémoire, à l'époque où le meilleur rappeur était un blanc et le meilleur golfeur était un noir. Ils disent que le rap est mort mais Tupac est toujours en vie. Je serais pas surpris de le voir un de ces jours en vie. Dis leur biographie en lecture rapide. J'aurais dû congeler les ovules de Mélanie. Mais nique les clones, on n'a pas les mêmes codes. C'est mon inspecteur académique de nouvelle école. La première chose qu'un rappeur doit faire, c'est de trouver une autre source de revenus. Quitter la rue, trouver une sécu, serrer la ceinture tout au début. Jamais c'est use pour une couverture, pour être à la une de la cover iTunes, garder sa nature, mais faire des thunes. Bel et au stade, aux médias rap, la plupart d'entre eux sont des rats de stars. Ce sont nos fans qui mettent dans des cases, qui ne sont que des arbitres de catch, puristes de base, qui jouent les DA comme un téléphone fixe qui fait des stars. Pour eux, faut que tu saches, une carrière qui marche, c'est quand ça dépasse la durée d'une brique de l'état. N'est pas la N plus 1, c'est moi leur N plus 1. Dernier bouquin qu'ils ont lu, c'est livre d'entretien de l'Audi A. Ah, la prod elle est bien. Ça fait 2, frère, on se rappelle plus de. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'écoute leurs albums en x2. Les producteurs sont des rappeurs ratés, mais c'est aussi le cas de la plupart des rappeurs. Ils pensent qu'à niquer les consommateurs. Ils portent leurs préservatifs sur le cœur, les patrons de major, on les préfère. Bouche fermée, mais chéquier ouvert. Je vais ouvrir un numéro vert, faire l'inventaire de ces gros pervers. J'arrive, 1, 2, 3, reste en 3. Juste avant, je les ai laissés croire. Eux ils ont cessé de croître dans leur crâne. Leur carrière dans le fond du C3, leur carrière dans le fond du G7. L'ingé son, l'ingé C, l'ingé C. Conteneur CGM, CMA. Dans la mémoire de mon GSM, Stentor. Putain j'aime trop les cuivres, putain j'aime trop le peura. J'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'aura. Je sais que me battre, je ne sais que les battre, je ne sais que les bastonner. C'est pas que du rap, c'est gros QI rap. Et toi tu rappes pas dans les temps, faut clearer le sang, monter la créance, à l'assassin. Je sais que le temps va briser les tempes, c'est pas pour autant que je les monte pas en l'air. Tu sais petit, que tous les ans, je suis dans le casting des 11 rappeurs à suivre. Mon management c'est le plus influent, dans le top 100, c'est le premier de la liste. 90 BPM, mon cœur bat sur le rythme. Et même quand je pleure en rime. La cérémonie des flammes se termine à minuit. Mais le mariage au rap c'est pour la vie, faut pas que tu t'inquiètes. Si t'es quelqu'un dans la fake, au canon silencieux, je te t'aide. Et il envoie. Rap dans la tête. Ils sont pas les couilles, hein. Il a dit je rappe pas si, je vais même pas me lever en fait. Si vous avez pas payé pour un concert, je vais pas vous faire le show. Je rappe en vite fait quoi. 20 ans de carrière et crois-moi je vais pas lâcher. Si je marchais sur l'eau, les journalistes diraient je sais pas nager. Quand je dis Elhamdoulillah, ces connards me disent à tes souhaits. T'as mis 100 ans à pousser, je vais mettre 20 minutes à te suer. C'est que du rap conscient, t'as jamais le compte en banque en excédent. Y'a que Michael Jackson qui passe de pauvre et noir à riche et blanc. Y'aura bien plus de gens quand on va me prendre qu'à mon couronnement. Veuillez laisser le rap en sortant, comme il était propre en rentrant. Nice. Ok. Lourd. Alors je me balade en slip comme à la maison MDR. Putain, lourd, ok. Ah ouais, je m'attendais pas à cette conclusion. Donc, de toute façon, je n'ai pas forcément écouté les questions du public. Ici, on méprise le public, donc voilà. C'était intéressant. Hein. On va repasser en facecam le temps que je vois où est-ce que je vous envoie. Écoutez, la discussion était intéressante. Le début, je trouvais que ça... Comment dire que ça... C'est du Kerry James, cette punch fait toujours rire. Ok. Je sais pas. Ça m'étonne pas de lui, mais je connaissais pas celle-là. Donc c'était intéressant au début. Je trouvais que ça allait un peu dans des poncifs, etc. Des trucs un peu déjà vus et revus, dit et redit. Mais après, il y a eu quelques questions qui étaient vachement intéressantes d'avoir ici, dans cette configuration, etc. Donc, discussion intéressante. Voilà, ça valait le coup qu'on reporte la discussion sur le boréalisme, l'orientalisme envers les populations nordiques. Qu'on aura, on ira vendredi prochain
les articles de Lionel Cordier. Voilà, on commencera un cycle sur la politique islandaise, sur l'Islande, autour des travaux de Lionel Cordier. En attendant, je vous envoie chez celui qu'on appelle Supplémentaire, qui est en train de jouer à Alters. J'y connais rien en jeu vidéo. Donc voilà, c'est un jeu, je sais pas. C'est un jeu où on a des haltères. J'en sais rien, voilà. Let's go. Bonne soirée tout le monde. Je vous envoie en raid et puis nous on se retrouve lundi. Il me semble que je serai en live ici. Lundi, il faut qu'on termine. C'était la guerre d'Algérie, la série documentaire. Voilà, comment se termine la guerre d'Algérie. Voilà. Merci pour ce moment à l'ancienne, Valérie. Et bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Ciao. Depuis un an, elle revit la scène, sans relâche. 12 mois sont passés, mais Cynthia reste traumatisée par le cambriolage de son appartement. Donc là, c'est l'intérieur de mon appartement, donc voilà, tout a été fouillé. Voilà, j'ai été en état de choc. J'ai failli tomber.